Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce dernier journal du mois de février. Conférence internationale sur le Vietnam, Nord et Sud vietnamiens s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu, mais Hanoï poursuivrait la libération des prisonniers. Campagne électorale, conférence de presse de François Mitterrand et réunions en province de messieurs Giscard d'Estaing, Marchais et Edgar Faure. Conseil des ministres, M. Edgar Faure a dressé le bilan de la situation de l'emploi. Grève des contrôleurs aériens, 60% du trafic assuré par l'armée. Commençons par la conférence internationale sur le Vietnam qui se tient à Paris. Je pense résumer la situation en disant que hier soir, le président Nixon a pratiquement bloqué cette conférence pour protester contre l'arrêt de la libération des prisonniers américains par Hanoï. Hanoï qui, de son côté, protestait contre des violations du cessez-le-feu à Saigon. Aujourd'hui, les 4 ministres des Affaires étrangères de Washington, Hanoï, du GRP et de Saigon se sont réunis pour tenter de dégeler cette situation. Y sont-ils parvenus, Thierry Titiveau? Oui, il semble qu'ils y soient parvenus, puisque dès demain matin, les C-141 américains reprendront le chemin d'Hanoï pour rechercher de nouveaux prisonniers américains. La rencontre de ce matin avait été réclamée à la fois par les États-Unis et le GRP, les Américains voulant voir reprendre la libération des prisonniers américains avant de poursuivre la conférence, le GRP liant ce problème à la sécurité au Sud-Vietnam des membres des commissions militaires quadripartites qui ont été molestés à Hue. Ce matin donc, le comité de rédaction du texte final s'est réuni conformément à ce qui avait été annoncé et des progrès substantiels y ont été accomplis. Le porte-parole de la délégation nord-vietnamienne s'est longuement étendu ensuite sur la rencontre non officielle en marge de la conférence des 4 ministres des Affaires étrangères. Cette rencontre a été suivie d'entretiens en tête-à-tête entre le GRP et le Sud-Vietnam et entre les États-Unis et le Nord-Vietnam. Voici ce que déclarait à la sortie le ministre nord-vietnamien. A-t-il pu être réglé ce matin au cours de la séance? Tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement de la République démocratique du Vietnam préconise toujours l'exécution correcte de toutes les clauses mentionnées dans l'accord, y compris la question de la libération du personnel militaire. Est-ce que ce problème ne risque pas de retarder les travaux de la conférence? Non, je n'ai rien à ajouter à cette question. Nous n'avons pas encore arrivé à un résultat, mais nous insistons sur ce fait parce que il n'y a pas de raison pour que, pendant que nous discutions sur la question de la consécration de l'accord, pendant ce temps-là, les clauses de l'accord sont violées de façon flagrante par les côtés des États-Unis et de l'administration de Saigon. Déclaration. Cet incident de parcours, grave mais prévisible, ne saurait remettre en cause les travaux même de la conférence, dont le texte final doit être paraphé demain soir et signé vendredi matin. C'est du moins ce que l'on annonce dans diverses délégations. Merci. Nous en venons maintenant à la navigation aérienne. Depuis ce matin, 0 heure, les pilotes appartenant au syndicat national des pilotes de ligne sont en grève pour 48 heures. D'autre part, les contrôleurs de la navigation aérienne du syndicat CFTC poursuivent leur mouvement. Aujourd'hui, les contrôleurs militaires qui surveillent le trafic aérien ont pris en charge près de 1300 mouvements d'avions. Les compagnies étrangères et les compagnies régionales françaises assurent normalement leurs vols. Air Inter assure 50% de ses vols, a assuré aujourd'hui 50% de ses vols et devrait en assurer davantage dans les jours qui viennent. Au total, la situation devrait subir quelques légères améliorations dans les prochaines 36 heures. 93 compagnies ou sociétés ont volé aujourd'hui sous contrôle militaire. A signaler que les contrôleurs civils ont demandé la médiation de M. Pinet dans le conflit actuel. On ignore encore la réponse du médiateur. Pour demain, les compagnies aériennes prévoient un certain nombre de vols. Je vous conseille de leur téléphoner pour obtenir tous les renseignements à ce sujet. Et passons maintenant au dernier Conseil des ministres avant le premier tour des élections législatives qui a été présidé ce matin par M. Georges Pompidou. Il a été surtout question du problème de l'emploi, du pouvoir d'achat et de la grève des aiguilleurs du ciel. M. Edgar Faure a fait une longue communication sur le pouvoir d'achat des Français qui a augmenté, a-t-il dit, en 1972 de 5,2%. Le ministre a également parlé de la situation de l'emploi. M. Georges Marchais avait dit, il y a quelques jours, qu'il y avait en France 800 000 chômeurs. Jacques Poux a demandé au porte-parole du gouvernement, M. Jean-Philippe Lecat, s'il était d'accord avec ces chiffres.
Naturellement, si le gouvernement était d'accord avec Georges Marchais, ça serait un événement tout à fait considérable. Mais là, on est sur des problèmes de chiffres, c'est-à-dire des choses qui peuvent être vérifiées. Le président Edgar Faure a fait ce matin au Conseil des ministres une communication sur la situation de l'emploi en France, qui permet de faire le point. Pour trouver 800 000 chômeurs en France, il faut aller additionner les personnes actives qui disent qu'elles recherchent un emploi dans les recensements, les personnes inactives, les étudiants, les femmes qui cherchent un emploi à mi-temps, qui disent elles aussi qu'elles recherchent un emploi. Il y a deux chiffres qui sont incontestables. Il y a d'abord les chômeurs qui bénéficient du régime de l'aide publique ou qui bénéficient de l'allocation des ascétiques. Et j'ai là les chiffres sous les yeux, il y en a 140 000 pour toute la France. Il y a un autre chiffre qu'on peut prendre en compte, c'est celui des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à l'Agence nationale de l'emploi, une agence qui marche très bien et à laquelle on s'inscrit volontiers parce que c'est un bon moyen d'obtenir du travail. Eh bien, j'ai là aussi le chiffre sous les yeux. Il y en a 370 000. Cela étant, il serait inexact de dire qu'il n'y a pas du tout de problème d'emploi en France. Il n'y a pas 800 000 chômeurs, il n'y en a même pas moitié moins, mais, naturellement, individuellement, pour chaque travailleur qui est touché, pour chaque famille qui est touchée par ces conséquences, c'est un problème grave. Et le gouvernement y attache beaucoup d'importance. C'est donc un problème important qui retient l'attention du gouvernement, qu'il est tout à fait polémique, mais ça doit être dû un peu à la période actuelle, n'est-ce pas, de présenter sous un angle catastrophique. Toujours à propos du Conseil des ministres de ce matin, il a été bien évidemment question de la conférence internationale sur le Vietnam. À ce propos, notons une phrase de M. Georges Pompidou. Le gouvernement a confirmé les espérances et les efforts de la France pour un rétablissement durable de la paix dans cette région. Enfin, à propos de l'affaire de l'avion Boeing abattu par l'aviation israélienne au-dessus de l'Égypte occupée, on apprend que des experts du secrétariat général de l'aviation civile participeront à l'enquête actuellement en cours. Les élections maintenant. 30 203 700 Français doivent aller voter dimanche pour choisir 3 192 candidats. Pour choisir parmi ces 3 192 candidats, 473 députés, cela bien entendu pour la seule métropole. Pour les candidats et les chefs de parti, c'est maintenant le sprint dans la ligne droite. Les uns et les autres sont aiguillonnés par les sondages qui font ressortir une nette progression du nombre des personnes sans opinion qui passent, selon le sondage publié ce matin par le Figaro et effectué par la Sofres, de 16 à 23%. Le premier secrétaire du Parti socialiste a tenu une conférence de presse ce matin. M. Mitterrand a fait le point de la campagne électorale telle qu'on la voit du côté de son parti, du Parti socialiste. Ces élections, le tournant de l'après-guerre. La poussée socialiste, un bond considérable en avant. M. Mitterrand se refuse cependant à tout pronostic. Après la controverse sur le rôle du président de la République, cette mise au point, s'il y a contradiction entre les deux expressions du suffrage universel, c'est la chronologie qui commande. En réponse à une question sur de récentes déclarations de M. Segui, M. Mitterrand va encore préciser. A-t-il menacé le pouvoir d'un mouvement de grève qui serait politique pour répliquer en somme à la décision des citoyens qui sera exprimée les 4 et 11 mars? Vraiment, je ne le crois pas. Mais une analyse un peu plus approfondie doit nous faire comprendre ce que je disais tout à l'heure. C'est que un succès, non pas de la majorité sortante, mais d'une combinaison politique, ministérielle, qui est la dernière chance pour cette majorité sortante, l'arrangement avec les réformateurs, ou une partie des réformateurs, cristallisant les inégalités, provoquera à terme les ruptures. Vous savez bien que toute alliance entre les réformateurs et la majorité, c'est le retour à la 4e République. C'est le retour à la puissance des groupes marginaux. Le président de la République, dans son désir de ne point respecter la Constitution, sera quand même obligé de respecter ce point-là, c'est-à-dire qu'un gouvernement renversé par les assemblées sera difficile de le maintenir, par l'Assemblée nationale sera difficile de le maintenir. La gauche propose la stabilité pour 5 ans. La droite, si elle devait s'associer dans toutes ses composantes, c'est-à-dire la droite et la droite qui se dit centre, nous entrerons dans une période d'instabilité fondée sur l'inégalité sociale. Et moi, personnellement, je crois que la politique de la droite, qui est une politique d'égoïsme,
ne peut que susciter des révoltes telles qu'on a vu surgir depuis le début de l'ère industrielle. Donc la sauvegarde de la paix civile, c'est la victoire de la gauche. C'était une conférence de presse de M. Mitterrand. Passons maintenant aux réunions publiques. Hier soir, le ministre de l'économie et des finances était à Vesoul. M. Giscard d'Estaing a parlé, c'est normal, de l'économie, mais aussi des institutions. Écoutons-le. Si les Français ne sont pas pour le collectivisme, qu'ils en écartent la menace. Car le jour où un tel régime se serait instauré, il suffirait plus de se lamenter sur une erreur de jugement ou d'essayer de se dégager du piège. Ceux qui y sont entrés dans le monde, de gré ou de force, n'en sont plus jamais ressortis. La France, terre du collectivisme, quelle blague! Paris, capitale du collectivisme, quelle blague! Une action qui est tantôt conduite avec éclat, tantôt en demi-teinte, vise à affaiblir l'autorité du président de la République. On le convie au silence. On demande que les Français élisent un président muet. On le confine au rôle d'arbitre, c'est-à-dire à celui de quelqu'un qui ne participe pas à l'action politique, sans oser le décrire, par peur d'effaroucher. On cherche à ressusciter le personnage résigné et timide qui présidait jadis à contre-cœur au scénario des crises gouvernementales répétées. Cette interprétation, cette orientation du rôle du président de la République n'est pas celle des Français. Et elle n'est pas la nôtre. Le régime français actuel n'est pas un régime présidentiel, mais il comporte, depuis 1962, une composante présidentielle. Si une évolution doit se poursuivre, son objet doit être de mieux insérer cette composante présidentielle dans notre vie nationale. Mais chaque fois que le choix devra s'exercer entre une inflexion vers le régime d'assemblée ou l'exercice d'une fonction présidentielle moderne, nous soutiendrons la fonction présidentielle. Eh bien, la campagne électorale très acharnée, à laquelle nous assistons en ce moment, a fait une première victime, c'est M. Alain Peyrefitte, le secrétaire général de l'UDR, qui est atteint d'une extinction complète de la voix. Il a été contraint de renoncer à la réunion qu'il devait faire ce soir. M. Georges Marchais, lui, ne souffrait pas d'une extinction de voix. Le secrétaire général du Parti communiste était, quant à lui, hier soir à Troyes, où il a pris la parole au cours d'une réunion de soutien aux candidats communistes de l'Aube. Pour M. Marchais, la France vit actuellement sous un régime de dictature. Messieurs Pompidou et Mesmer seraient mieux inspirés en balayant d'abord devant leur propre porte. Car s'il est un système qui assure la dictature d'un parti, c'est bien le système actuel qui voit l'UDR détenir l'essentiel des postes de commande, régenter l'État à sa guise, au point de transformer le Conseil des ministres en comité d'organisation de la campagne électorale des partis de droite. Quant au pouvoir du président de la République, il est inexact d'affirmer que nous voulons les ramener à ce qu'ils étaient sous la Troisième ou la Quatrième République. Ce que nous voulons, et ce que prévoit le programme commun, c'est d'en finir avec une situation où un seul homme dirige tout, décide de tout, depuis la hauteur des tours du quartier de la Défense jusqu'à la composition des programmes de l'ORTF. Autre réunion publique, le ministre des Affaires sociales était, lui, hier soir à Nîmes pour apporter son soutien à M. Jean-Claude Servan-Schreiber. M. Edgar Faure a dressé le bilan de la politique sociale du gouvernement. La loi
sur la formation professionnelle et l'éducation permanente. Celle-là, l'opposition ne l'a pas votée. Elle a eu bien tort. La critique-t-elle? Jamais. Avez-vous entendu critiquer dans une seule des réunions de l'opposition aucune des mesures que nous avons prises? Soit qu'elle les ait votées, en quoi elle a bien fait, soit qu'elle les ait rejetées, en quoi elle s'est lourdement trompée. Pourquoi moi, qui en 7 mois ai d'abord augmenté d'1/4 la retraite des personnes âgées, est-ce que je viendrais m'en excuser avec humilité? On me dit 1/4, c'est moins que la moitié, c'est plus que 0. Et est-ce que le fait que j'ai pu l'augmenter d'1/4 ne vous prouve pas que je suis capable de l'augmenter d'un autre quart l'année prochaine et d'un 3e quart l'année suivante? Mais pourquoi est-ce que nous pouvons faire cela? Parce que nous avons la croissance. Seule la croissance économique que nous avons gardée depuis 3 ans et demi, faisant de la France un îlot de sécurité monétaire et de progrès économique dans un monde tourmenté, traversé et orageux, cela seulement le permet aujourd'hui et le permettra demain. Voilà donc pour ce survol rapide de la campagne électorale. Éducation nationale maintenant, avec les suites de l'incendie du CES de la rue Édouard Pailleron. Le ministre de l'Éducation nationale renforce les mesures de sécurité dans les établissements scolaires. Bien qu'aucune faute n'ait été relevée contre l'administration dans l'affaire de ce CES, le ministre de l'Éducation nationale, M. Fontanet, publiera demain un ensemble de textes renforçant les mesures de sécurité dans les établissements scolaires du premier et du second degré. La réglementation actuelle n'est pas mauvaise, estime-t-on au ministère. Il s'agit surtout qu'elle soit mieux et qu'elle soit bien appliquée. La ville de Paris vient de décider de son côté que 7,5 millions de francs supplémentaires seraient affectés cette année à la sécurité des écoles, lycées et collèges de la capitale. La sécurité sur les routes est assurée, vous le savez, par la gendarmerie qui intervient également contre la criminalité. Elle a présenté aujourd'hui le bilan de son action en 1972. 16 621 tués l'an dernier sur la route, 388 139 blessés. Effrayant bilan, résultat de 275 000 accidents. Des chiffres toujours plus lourds. Mais pour la première fois, on est un peu moins pessimiste chez les gendarmes. Si en 1972, la route a tué 400 personnes de plus qu'en 71, en pourcentage, l'augmentation du nombre de morts est très nettement inférieure à celle des autres années. À cet égard, on peut faire plusieurs réflexions. La première, c'est que le premier trimestre 1972 a été véritablement catastrophique. Et puis, au cours de l'année, nous avons assisté quand même, je ne dirais pas à une diminution des accidents, mais à une augmentation moindre que celle que l'on craignait. Cela tient d'abord au fait que la délégation à la circulation routière est intervenue sur le plan de l'opinion publique. Il y a eu un très grand mouvement qui a été entrepris en faveur de la sécurité routière. Et puis, il faut le dire, une certaine sagesse est venue peut-être aux automobilistes. Et il ne faut pas le cacher, c'est venu également de ce que l'action de la gendarmerie a été beaucoup plus contraignante en quelque sorte, puisque les services de surveillance ont été beaucoup plus nombreux et que nous avons dû quand même réprimer avec plus de fermeté que par le passé. Pour les gendarmes, la vitesse reste donc le responsable numéro 1. C'est la grande cause des accidents. En 1972, 25% contre 24% en 1971. Les contrôles seront donc multipliés. En effet, sur les routes à vitesse limitée, en 71-72, on voit diminuer le nombre d'accidents de 2,5%. Par contre, sur les routes sans limitation de vitesse, le nombre d'accidents ne cesse d'augmenter. Les autoroutes aussi sont en accusation. Sur les autoroutes, la gravité des accidents est croissante. Défaillance, inconscience, le rôle du conducteur dans les accidents est de plus en plus important. 3% d'augmentation de 71 à 72. Parlons maintenant des nouvelles de l'étranger. M. Ziegler, le PDG de la Société des industries aérospatiales, revient de la capitale irakienne, Bagdad, où il a été question de la vente à l'Irak d'avions, d'hélicoptères et notamment du supersonique franco-britannique Concorde. Nous parlons beaucoup en ce moment des prochaines élections législatives, mais on ne vote pas bien sûr qu'en France. En Irlande du Sud, les électeurs ont renouvelé aujourd'hui le Parlement. Le Premier ministre, M. Lynch, voudrait obtenir la majorité absolue pour mettre de l'ordre dans le pays. En 1969, le Fianna Fáil, au pouvoir depuis 40 ans, n'obtenait pas la majorité absolue aux élections. Pour pouvoir gouverner, Jack Lynch, le Premier ministre, devait alors s'appuyer sur les indépendants. Une situation précaire qui devait nécessairement conduire à des élections anticipées. D'autant que la cote de M. Lynch est à la hausse. En mai dernier, malgré une campagne acharnée de la part de l'opposition,
Le premier Irlandais obtenait 82% de oui au référendum sur l'admission dans le marché commun. À celui sur la suppression de la place privilégiée de l'Église catholique dans un pays encore appelé l'île des prêtres, il obtenait 85% des voix. C'était en décembre dernier. Dans le même temps, sa politique basée sur la loi et l'ordre, tout en faisant la chasse à l'IRA, recueillait de nombreux suffrages dans la population. Pourtant, dès que fut connue sa décision de procéder à des élections anticipées, l'opposition construisait hâtivement un programme commun pour constituer, pour la première fois depuis 1945, un front uni. Mais c'est là une alliance de raison, puisqu'elle regroupe le Fine Gael, conservateur, et l'Irish Labour, socialisant. Tout est axé dans cette campagne par l'opposition sur les thèmes économiques et sociaux, surtout à cause du chômage important que connaît l'Air, près de 10% de la population active. Du coup, M. Lynch laisse tomber la loi et l'ordre pour surenchérir en proposant l'abolition des impôts municipaux, l'augmentation de 30 millions de livres des prestations familiales, la planification des naissances, entre autres. Quant à l'Ulster, on n'en parle ni d'un côté ni de l'autre. Le seul point auquel on fasse référence est le maintien de l'ordre au sud. Pour le reste, la République d'Irlande a suffisamment de problèmes économiques et sociaux pour vouloir penser à l'imbroglio des 6 comtés du Nord. Autant laisser aux Britanniques le soin de régler le problème, d'autant que le 8 mars, quand l'Ulster votera sur le rattachement à l'Air, la réponse a toutes les chances d'être négative. Revenons en France avec un sujet qui va intéresser tous les hommes. On sait que depuis que les femmes se sont libérées, le sexe fort est condamné aux durs travaux du ménage. Heureusement, il y a le salon des arts ménagers. Il faut y courir, messieurs, pour aller voir les derniers modèles de cuisine et notamment de machines à laver la vaisselle. C'est en présence de M. Alain Poher, président du Sénat, que le salon des arts ménagers a fêté son cinquantenaire. Près de 1200 exposants sur 83 000 m² de hall attendent au CNIT un peu plus de 1 million de visiteurs. Pas de révolution cette année, mais de nombreux perfectionnements font leur apparition. Les fabricants ont mis un point d'honneur à remodeler leurs appareils, réfrigérateurs, machines à laver, tables de cuisson sont devenus plus commodes d'emploi, plus économiques, plus faciles à entretenir. Désormais, quel que soit l'appareil, on peut l'encastrer. Ainsi, de plus en plus, on tente à une normalisation des dimensions. Des nouveautés, il y en a, et vous pourrez les découvrir demain. Oui, je vous le disais, les hommes à la cuisine et les femmes, pendant ce temps, que font-elles? Eh bien, de la peinture. Vernissage, hier soir à Paris, de l'exposition des peintures et dessins de Ludmila Tcherina. Dans l'assistance, un visiteur illustre qui n'a pas échappé au regard vigilant de Léon Zitrone. Ludmila Tcherina n'est pas seulement une grande danseuse, c'est aussi un peintre. Et nous la surprenons dans son studio, alors que dans sa gandoura, qui est en somme son vêtement de travail quand elle peint, elle est ici en train de mettre la dernière main à son exposition. Cette exposition comprend peinture, fleurs, dessins, études et fusains. Parmi les grandes toiles, le géant, maternité. Parmi les fleurs, fleurs folles. Parmi les dessins, études de Léda. Parmi les fusains, moi j'aime beaucoup le numéro 24 qui est fort beau. Parmi ceux qui sont présents au vernissage, le président Arthur Comte, et voici que M. André Malraux vient et va nous parler de certaines des œuvres de Ludmila Tcherina. Du point de vue purement plastique, le sujet me paraît sans grande importance, et ce qui me paraît important, c'est ceci. J'ai vu tout à l'heure un dessin qui est un dessin de ce sujet, et qui manifestement est postérieur au tableau. Or, il y a à côté un dessin différent, et je crois que ce serait très intéressant si on pouvait donner les deux dessins là-bas pour voir comment vous passez d'une chose relativement ancienne à une chose beaucoup plus complète. Je parlais de ce dessin-ci, n'est-ce pas, comme apparenté au tableau. Et je dirais, maintenant, nous passons à ceci, qui est profondément différent et, à mon avis, d'une force graphique infiniment plus grande.
Voilà, notre journal est pratiquement terminé. Je vous dis au revoir, mais terminons par une discipline sportive particulièrement agréable à regarder, le patinage artistique, dont les championnats du monde se déroulent actuellement à Bratislava, en Tchécoslovaquie. C'est en très léger différé que nous pénétrons au stade d'hiver de Bratislava. En effet, il y a quelques minutes seulement que ce jeune couple américain, Furman, il s'agit du frère et de la sœur, évolue sur cette patinoire. Ce couple passant en deuxième position, nous n'avons pas encore de référence pour tenter l'ébauche d'un classement. Les grands favoris après les épreuves du programme court disputé hier sont les soviétiques Irina Rodnina, Alexander Zaitsev. Irina Rodnina a remporté tous les titres pendant ces dernières années associés à Alexei Ulanov, qui maintenant évolue avec son épouse Ludmila Smirnova. Ils sont d'ailleurs classés deuxième. Derrière les deux couples soviétiques qui paraissent inabordables, ce sont les Allemands de l'Est, Manuela Gross et Romy Kermer, Rolf Osterreich qui prennent les 3e et 4e places. Mais les 9000 spectateurs de ce stade d'hiver attendent avec impatience la démonstration du couple vedette Irina Rodnina, Alexander Zaitsev.